De quoi je pourrais bien parler? Ce sentiment de liberté-là, ouais, ça va pas être souvent. Est-ce qu'il faudrait monter des écuries sauvages? Je n'ai aucune idée de ce que je suis autorisé à dire Ah ou oui. non. Ouais, euh, je- Salut Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous là aujourd'hui. Ça fait plaisir de te recevoir pour ce deuxième épisode du coup de Talk. Avant de commencer, j'ai juste une petite question. L'idée c'est de créer un peu une ambiance derrière l'interview. Et du coup, j'ai une question pour toi. C'est quelle serait un peu ton ambiance, une ambiance où tu te sens bien, peut-être qui t'évoque des souvenirs positifs, ou ça peut être une atmosphère un peu aussi. Est-ce que tu pourrais penser à une ambiance et nous la décrire? De manière générale, j'aime bien me protéger avec des sons très enveloppants et très riches en fréquences. Par exemple, en ce moment, j'aime bien m'endormir avec du vent. J'ai des enceintes de part et d'autre de mon lit et puis je mets du vent assez fort en fait. C'est pas tellement pour entendre le vent, c'est plutôt pour ne pas entendre le reste. Donc mais parce que de toute façon, j'ai tendance à toujours essayer de mettre des écrans entre moi et la réalité. Donc ça en fait partie. Euh, et ce que j'aime bien, c'est justement que ça raconte rien de spécial, quoi. C'est plutôt pour créer quelque chose qui ressemblerait à du silence. Ouais. Et le vent, en vrai, c'est sympa aussi. Puis il y a quelque chose de naturel dans le vent qui Ouais. te parle peut-être aussi, toi? Oui, c'est vrai, j'ai remarqué que j'étais rarement gêné par les sons d'origine naturelle. J'ai habité à un moment donné près de la forêt, j'ai été réveillé très tôt par les oiseaux, ça m'a jamais gêné. Alors que euh, j'ai des gros problèmes avec le son, moi j'ai des problèmes d'hyperacousie. Et quand c'est la nature, ça va. C'est bizarre, quoi, parce que c'est une grande part psychologique là-dedans. Donc ouais, le vent, l'eau, la mer, par exemple. Mais c'est aussi parce que c'est des sons où il n'y a pas beaucoup d'accidents, quoi. C'est des états. Il y a quelque chose de statique qu'on accepte. J'aime bien la machine à laver aussi, des Ouais. trucs comme ça. Ça, pour le coup, c'est pas naturel. Mais... C'est des bruits roses un peu, des bruits blancs, ces choses-là Ouais, aussi, ouais. Et en plus, tu as grandi du côté de Marseille, toi, du coup. oui. Donc c'est vrai que la mer et le vent aussi, ça peut te parler un peu. Ah, peut-être, T'as ouais, des c'est le souvenirs un peu par souvenir rapport à du ça? Des Mistral. souvenirs Oui, oui. sonores Alors oui, de ton sonore. enfance? Bah, j'ai grandi à Marseille jusqu'à mes 16 ans, donc j'ai pas mal de souvenirs, oui. Euh, c'est quand même une ville très bruyante. Là, le premier son qui me vient en pensant à Marseille, c'est les chants de supporters, par exemple. Tu vois. Moi, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Mais t'entendais quand même sans aller au stade les bruits de supporters? Oui, mais parce que je pense à dans la cour de récré, tu vois, ou dans le bus, dans le car scolaire. Enfin voilà, c'est une ville où ça crie beaucoup, mais que j'aime beaucoup. Hein. C'est une ville que j'aime, mais par petite dose, quoi. Voilà. Et tu faisais donc aussi, on va continuer un peu dans ton enfance, tu faisais des cassettes quand tu étais plus jeune, des cassettes audio que tu enregistrais. Il y avait notamment des fictions interactives, je crois qu'il y avait plein de choses un peu que tu enregistrées, mais il y avait notamment des fictions interactives. C'est assez fou, tu te rappelles un peu des histoires que tu écrivais sur ces cassettes? Écoute, ouais, je peux en parler parce que il y a pas longtemps, je me suis lancé dans une entreprise qui a échoué d'ailleurs, mais de clonage de ma voix de l'époque. Donc j'ai retrouvé toutes ces cassettes et puis je les ai numérisées. Euh, donc j'ai pas réussi à cloner ma voix parce que le son était vraiment trop dégueulasse, mais j'ai pu réentendre notamment ces fictions interactives. C'était très con, ça se basait sur tu sais, sur les magnétophones, il y avait un compte-tour. Et donc c'était genre, si vous voulez aller tout droit, avancer de 15 tours, et puis il y avait comme dans un livre dont vous êtes le héros. Euh, et il y avait déjà un peu un ingrédient qui est dans la plupart de mes productions, qui est
l'envie de faire rire, quoi. Enfin, même quand ça fait pas partie du projet au départ, je me retrouve toujours à, à miser là-dessus, sur l'humour. Et puis, quand j'y réfléchis, je me dis oui, mais c'est encore un truc j'essaye de... Enfin, comme à l'époque, parce que quand je faisais ces cassettes, quand j'étais petit, j'avais pas d'amis, moi, à l'école. C'est pour ça d'ailleurs que Lapinville commence par l'histoire d'un mec qui veut se venger de ses camarades de classe. Je me faisais taper dessus, machin, harceler. Et puis quand j'ai commencé à faire ces cassettes, ça a changé. Les gens se sont mis à les écouter, à se les passer, et tout ça. Et donc j'ai enfin acquis une popularité, notamment parce que c'était, enfin ça se voulait comique, ça faisait rire les gens. Et donc parfois je me dis, mais je continue en fait à faire ça, à essayer de faire le malin pour qu'on m'aime, quoi. Ouais. Donc il y avait déjà ça dans ces cassettes, ouais. Mais c'est marrant, en plus, les fictions interactives, c'est des choses qu'on voit beaucoup ces dernières années, même pas Ouais. forcément que dans la fiction audio. Ça te dirait peut-être de retrouver un peu ce côté interactif? Il y a des choses à creuser peut-être en fiction sonore? Ouais, j'aimerais beaucoup écrire des livres dont vous êtes le héros audio. Euh, Enfin, j'ai déjà tourné autour de cette idée. C'est beaucoup de travail. Je n'ai pas très envie de le faire seul. Et puis à la radio, c'est compliqué parce que ça peut pas être pour le flux, quoi. Donc ça demande de créer toute une infrastructure. Enfin, bon, c'est pas non plus très compliqué, mais je peux pas faire ça sur France Culture, par exemple. À Marseille, tu arrives dans une radio, en tout cas tu vas découvrir un peu une radio, Radio Galère. Ouais. C'est tes premiers pas vraiment là en radio. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là? Le petit jeune qui crée ses cassettes audio, qu'est-ce qu'il découvre aussi à ce moment-là et qu'est-ce que ça change aussi pour toi à ce moment-là? C'est un peu nébuleux tout ça. Je crois que c'était à l'époque du stage de troisième. Tu sais, quand on a fait son stage de troisième, j'avais fait mon stage dans cette radio avec un ou deux autres copains. Et c'était au début un peu par hasard. C'était même parce qu'on écoutait cette radio. Il y avait une émission de libre antenne le soir qu'on écoutait tout le temps et dans laquelle on appelait. Mais c'était avec pas mal de mauvais esprits, quoi. Euh, et puis, c'était une blague entre nous quand j'étais au collège, quoi. Et puis, après avoir fait ce stage de troisième, j'ai découvert qu'en fait, ça me plaisait vraiment beaucoup, quoi. Et puis, c'était une toute petite radio associative, donc c'était facile de voir, de voir ce que faisait tout le monde, quoi, de voir ce que c'était que l'antenne, ce que c'était que d'aller en reportage, puis de faire du montage, machin. Donc, j'ai découvert tous ces trucs. Et j'ai fini par... enfin, on a fini avec mes copains de l'époque par avoir notre émission. On avait une heure hebdomadaire où on faisait écouter du punk et du ska. Ça s'appelait Contre-courant, notre émission. Et, et ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'était ce truc très particulier d'être seul et de parler à tout le monde. Quand on est dans une cabine de radio, on est seul et complètement isolé, on n'entend rien de ce qui se passe à l'extérieur, donc ça me plaît beaucoup. Mais en même temps, on est aussi relié aux autres. Et donc c'était pas mal comme compromis pour moi, qui avait toujours du mal avec les autres, quoi. Enfin, notamment les autres quand ils sont nombreux. Là, ça me permettait d'avoir un lien avec le groupe, tout en n'étant pas, en n'étant pas confronté directement au groupe. Voilà. Et c'est à quel moment que tu découvres les sagas MP3? Je sais qu'on en a déjà parlé un petit peu, tu avais animé une table ronde sur les sagas MP3 Ouais. à longueur d'onde. C'est aussi dans cette enfance-là que tu découvres les sagas MP3? Non. Non. Enfin, si, il y a eu quelques trucs que j'avais écoutés à l'époque, mais ça m'avait pas marqué. Et j'ai redécouvert ça dans les années 2000, quand j'étais déjà à la fac. Et puis j'avais un voisin qui écoutait le Donjon de Nullbuck. Et un voisin beaucoup plus vieux que moi, quoi, qui avait une cinquantaine d'années, mais c'est lui qui m'a fait découvrir ce truc-là, par exemple. Dont moi, j'ai jamais été très fan, mais ensuite, plus j'ai fait de la fiction dans un cadre professionnel et plus j'avais la nostalgie de ce truc-là, parce que je suis quand même assez attaché à ce que tout puisse être fabriqué à la maison. Que la radio
essaye de pas trop nous mettre dans la gueule le fait que genre nous on peut le faire parce qu'on est des professionnels et qu'on a du matériel, mais vous tout ce que vous pouvez faire c'est écouter. J'aime bien le côté garage de ce truc des sagas MP3 qui est vraiment la proclamation inverse. Tout le monde peut faire de la création sonore chez soi avec très peu de moyens. Donc c'est plus une question de... J'ai une affinité un peu, tu vois, philosophique avec cette pratique-là, sans forcément être emballé par les productions elles-mêmes. Voilà. Ouais, c'est une communauté que tu as mise en avant aussi justement dans cette table ronde et que j'ai l'impression que t'as un œil assez doux sur comment ils créent, effectivement, comme tu viens de nous le Ouais, dire, mais sur leur passion finalement aussi de créer juste pour le plaisir, leur fiction. ouais, c'est vrai. Bah, il y a une chose que j'ai retrouvée que quand je me suis mis à faire La Chute de Lapinville pour Arte Radio, qui est le pur plaisir de créer à plusieurs, de raconter des histoires. Et ça, c'est un ingrédient qui est dans 99% des productions de la saga Sphère. Donc ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup d'attachement pour cette communauté, même si j'en fais pas partie. Euh, et je sais pas, je suis sur leur serveur Discord, donc de temps en temps je reçois des notifs, je dis ah c'est bien, ils sont encore en train de produire un truc, puis je regarde. Alors que ça me concerne pas directement, mais je sais pas, j'ai une sorte d'attachement et même d'admiration. Moi j'aime bien être payé quand je travaille par exemple, donc je ferai pas ce truc-là de dépenser tous mes week-ends et toutes mes vacances et tout mon temps libre pour non seulement faire mes productions, mais aussi celles des autres, tout ça, j'aurais jamais le courage. Donc, ouais, je suis assez admiratif. Et donc, bah, tu pars de Marseille aussi à un moment donné. C'est après le lycée quoi, que tu pars Ouais, de Marseille. Et pourquoi tu vas à Paris? Donc, à Paris 8, c'est ça pour des études? ouais, pour faire du théâtre. Donc, il n'y avait pas, en fait, de DUG à l'époque, c'est DUG Art du spectacle. Il n'y avait pas à Marseille. Il y avait peut-être à Aix, mais ça venait seulement de. Voilà, bon, c'était pas. Et j'avais repéré aussi qu'à Paris 8, il y avait des cours qui étaient donnés par Claude Buchwald, qui était une metteuse en scène dont j'avais vu un spectacle qui m'avait convaincu que je voulais faire du théâtre. Euh, Quand j'avais 15 ans, quoi. Et donc je suis allé à Paris 8 aussi pour suivre ses cours à elle. Ouais, c'était... Mais bon, après le théâtre, c'était pas non plus... Enfin comment? C'était... Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir la conseillère d'orientation du lycée et puis que j'ai dit que je voulais faire de l'ethnologie. Et elle m'a dissuadé de faire ça parce que j'avais des problèmes de concentration. C'était une époque où je passais toutes mes nuits sur mon ordi à discuter avec des gens sur IRC. Puis quand j'arrivais en cours, je dormais. Et donc j'amenais même un oreiller que je posais sur mon bureau. Et donc dans ce contexte, ça paraissait en effet peut-être un peu ambitieux de faire de longues études universitaires. Donc elle m'a dit, non, enfin, je sais plus si c'est elle qui m'a dit, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de créatif. Parce que j'avais toujours bien aimé bah, voilà, faire ces cassettes ou des bandes dessinées ou des trucs. C'est rare les conseils Et d'orientation qui te disent de faire des choses ouais, créatives. ouais, c'est vrai. Mais alors, je suis pas sûr que ce soit elle qui ait dit ça. C'est peut-être moi qui ai dit, bon, bah, dans ce cas, si je peux pas faire d'anthropologie ou d'ethnologie, je vais faire ça. Et elle m'a répondu, ouais, mais alors est-ce que tu sais dessiner? Non. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument de musique? Non. Et puis elle a fait une liste de skills Très comme ça que créativité. puis j'en avais aucun. Et à la fin, enfin c'est comme ça que je m'en souviens. Peut-être que je confabule, mais à la fin, elle a dit bah il reste le théâtre. Puis elle m'a présenté le théâtre comme étant l'art qu'on peut pratiquer sans aucun talent, sans son don préalable. Et j'aime bien cette idée, j'aime bien toujours d'ailleurs cette idée. Donc j'ai fait du théâtre un peu comme ça par défaut pour faire des études dans un domaine créatif. Et, et je pense que j'ai jamais... Enfin, comment? Parce que les études de théâtre, comment? En France, la plupart des formations servent à devenir comédien. Et moi, ça m'a jamais trop intéressé.
C'était plutôt pour être auteur slash metteur en scène, euh, raconter des histoires, quoi. Ouais. Ok, donc tu vas plutôt vers ce chemin-là, en tout cas, plus metteur en scène dans l'idée ou auteur. Oui, il y a ça. Et puis l'autre chose aussi qui m'avait décidé à faire du théâtre et notamment à aller suivre les cours de Claude Bucheval, c'était que dans ce spectacle que j'avais vu qui s'appelait L'Opérette imaginaire euh, de Valère Novarina, la représentation plus particulièrement que j'ai vue, parce qu'après j'en ai parlé avec les comédiens qui s'en souvenaient, c'était une catastrophe. C'était un four, parce que c'était un problème d'abonnement où les gens, les spectateurs de ce théâtre à Marseille avaient pris un abonnement pour avoir le spectacle de Guy Bedos. Et puis il y avait aussi l'opérette imaginaire dans le même package. Et donc, c'était pas du tout le bon public pour le théâtre de Novarina, quoi, apparemment. Et donc, au bout de 10 minutes, il y avait plus de la moitié de la salle qui était partie en gueulant et tout, en protestant, quoi. Et, et puis après l'entracte, on n'était plus que 15 dans la salle et la deuxième partie était incroyable. Et ce jour-là, je me suis dit, j'avais aucune idée que le théâtre pouvait provoquer ça chez les gens. Mettre toute une salle dehors comme ça en 5 minutes, je trouvais ça génial. Et donc je pense que ça a aussi joué, quoi. C'est à la fois l'art qu'on peut pratiquer sans talent, mais aussi l'art qui peut mettre les gens vraiment en pétard, quoi. Ça, j'aimais bien. Parce que ensuite, toi chez Radio France, tu vas commencer plutôt comme comédien. Oui. Ouais, parce que c'est ma formation, puisque donc après la fac, j'ai fait le conservatoire, donc c'est pareil, c'est pour devenir comédien. Et donc après, quand j'ai eu du travail, c'était comme comédien. Donc c'est Cédric Ossière qui m'a fait jouer dans ses fictions. Donc autre grand réalisateur de Radio France. France Ouais. Culture depuis quelques années maintenant, ouais. Ouais, il est rentré en 2010, je pense. Et c'est à ce moment-là aussi, du coup, que toi, tu vas entrer comme comédien dans ces fictions sonores, c'est aux alentours des années 2010? Ouais, c'est ça. Mais j'ai peur de dire une bêtise sur Cédric, mais en tout cas, il était déjà... non, mais si, je crois que c'est ça. Ouais. Et oui, j'ai joué, mais pas beaucoup, hein, dans 2 ou 3 fictions de Cédric. Ouais, peut-être un peu plus. Et puis des petits rôles. Mais en discutant avec lui, c'est lui qui m'a dit on cherche aussi des textes. Tu devrais proposer des textes. Ce que j'ai fait, et donc ensuite j'ai été auteur pour les fictions. Voilà, quelquefois. Des textes qui ont été réalisés par Cédric, puis par d'autres. Et... Donc là, c'est ton entrée chez Radio France. Ouais. Un peu plus officiellement. Ouais, c'est ça. J'ai vu une adaptation d'un spectacle que j'avais créé pour des enfants qui s'appelait Pascal le Lapin. Et puis ensuite, un feuilleton qu'on avait écrit à 4 avec Vladimir Anselme, qui est resté un peu mon copain d'écriture encore maintenant. Et puis Armel Dumoulin et Nicolas Flèche. On avait écrit un feuilleton qui s'appelait La vésicule merveilleuse, qui était pour le format de microfiction à l'époque, ça s'appelait, je crois, ou La vie moderne. Un format court le matin. Et une case que j'aimais beaucoup. Et donc, il y avait déjà un peu l'esprit de Lapin-Vie, d'ailleurs, dans ce truc-là. Enfin, il y avait... C'était un peu dans la tradition Ciné Furax, quoi. Feuilletonnant, court et satirique. Avec un lapin de Pâques, cette fois-ci. Dans Pascal le Lapin, il y avait un lapin de Pâques, c'est vrai. Enfin, c'était plutôt une société de lapins qui vivait sur une sorte d'île de Pâques, où ils faisaient des statues de leur tyran, Pascal. C'était un peu un spectacle sur la dérive des sociétés démocratiques. Ouais. Parce que là, du coup, tu as déjà la compagnie du théâtre de la démesure à ce moment-là. Donc tu fais les deux, à la fois fiction sonore et à la fois théâtre un peu à côté. Oui, alors à cette époque-là, mon activité principale, c'était quand même le théâtre. Et puis à côté, j'écrivais des pièces pour la radio de temps en temps. Et puis ça a switché à un moment où il y a eu ce recrutement de réalisateurs là, en 2014. Et à ce moment-là, j'avais pas de boulot, j'allais perdre mon statut d'intermittent. J'étais un peu désœuvré, quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que voilà, j'avais fait cette école qui prépare à être comédien, mais moi je voulais pas spécialement être comédien, et puis j'étais pas très doué pour passer des castings et tout ça. Donc il y avait une sorte de creux de la vague de ma vie professionnelle.
Et je me suis dit, tiens, si j'essayais de passer ce recrutement, on disait le concours, même si c'est pas un concours en réalité, c'est juste un recrutement très sélectif avec des étapes. Et donc, je commence à préparer ce truc. Et puis en le préparant, plus je prépare et plus je réalise que, bon sang, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Ça m'intéresse plus que tout le reste. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, c'était très important pour moi que ça marche. Et puis bon, ça a marché heureusement, mais ensuite il y a eu une sorte de transition où j'ai quitté le théâtre petit à petit pour me consacrer à la radio. Donc c'est l'agrément de Radio France qui permet du coup aux réalisateurs de pouvoir réaliser des fictions sonores pour Radio France, donc France Culture, France Inter principalement, Ouais. principalement France Culture. Toi, est-ce que tu te rappelles un petit peu de cet agrément, du concours, de rapidement nous expliquer peut-être pour comprendre un peu comment ça fonctionne, les différentes étapes, parce que ça dure plusieurs mois, il y a plusieurs étapes dans ce concours slash agrément Radio France. Ouais. Donc bon, d'abord, donc cet agrément, c'est juste un papier qui dit qu'on est habilité à réaliser des fictions. Ça n'oblige pas Radio France à faire appel à nous, dans le sens où Radio France peut arrêter de produire des fictions et puis ils nous doivent rien. Et à l'inverse, nous, on doit rien à Radio France non plus. C'est pas un contrat, quoi. Et ensuite, à chaque fois qu'on fait une production, on est payé au cachet sur cette production. Et donc, le recrutement, il est différent à chaque fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir cet agrément. Et il y a, enfin, d'une fois sur l'autre, c'est pas tout à fait les mêmes manières de trier. Donc, l'année où moi je l'ai passé, ils devaient prendre 6 personnes à l'issue d'un premier tour, et puis ils en ont pris 8, donc après, non, c'est à l'issue du deuxième tour, c'est ça, il y avait le premier tour, une épreuve écrite. Donc ça, c'était déjà après avoir été sélectionné par un dossier. Ouais, attends, il y avait dossier. Ensuite, si ton dossier était pris, tu avais une épreuve orale devant un jury. Donc tu choisissais une fiction et tu devais préparer une réalisation et puis exposer ton projet de réalisation aux gens. Et c'est à cette étape-là qu'ils auraient dû en prendre 6. Et ils ont dit non, on va en garder 8 et puis on va en virer 2 à la fin du stage. Parce qu'ensuite, il y avait 6 mois de stage. Donc c'était assez stressant cette période, ouais. Parce que depuis que j'avais découvert qu'en fait c'était ça que je voulais faire, je vivais très mal la perspective de finalement ne pas le faire, enfin de trouver autre chose. Donc je voulais vraiment que ça marche. Donc on a fait chacun 2 productions. Et puis à l'issue de ça, voilà, ils ont choisi les 6 finalistes. Enfin les 6 personnes reçues. Et depuis, il y a eu un autre recrutement qui n'avait pas tout à fait les mêmes règles. Enfin, il n'y avait pas ce truc de sélection ensuite après le stage. Mais il y avait cette fois-ci une liste d'attente. Voilà, ça change un peu à chaque fois. Et là, maintenant, je sais, c'est difficile de dire quand il y aura un prochain recrutement de réalisateur. Et donc, toi, ce moment aussi, donc la dernière étape, l'étape du stage, qu'est-ce que tu découvres aussi à ce moment-là? Parce que donc tu mets un petit peu plus les pieds chez Radio France. Vous êtes formé aussi, j'imagine, un petit peu. Est-ce que on vous fait découvrir aussi peut-être toute l'histoire de Radio France autour de la fiction sonore? Est-ce que toi, tu découvres un peu des fictions, des façons de réaliser un peu différentes, enfin, d'autres visions un peu de réaliser des fictions sonores? Ben, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment eu de formation. Peut-être, je me rappelle une journée de vraiment où c'était les bases de la technique. Après, c'est particulier, les réalisateurs à Radio France ne sont pas censés avoir des compétences techniques. Même c'est bien s'ils ne touchent pas trop la souris et le clavier. Mais il y a quand même un phénomène où les techniciens et puis les autres réalisateurs nous ont un peu pris sous leur aile pour nous expliquer des trucs. Et puis c'est surtout en faisant qu'on apprend, quoi. Mais enfin, il y avait quand même, voilà, on a passé un peu de temps chez Pierre Mine, qui était un super chef-op, nous avait fait écouter des trucs, notamment une fiction de René Jantet, L'obscur procès de Monsieur Ménard, qui était un truc qui avait été
euh, produit par toutes les radios d'Europe, qui existaient en plein de versions. Il nous avait fait écouter la version française, qui était donc réalisée par René Jantet sur un texte de René de Obaldia, je crois. Et puis, donc, c'est par petites touches comme ça, en me disant, tiens, bah, écoute ça, ou alors en rencontrant des situations nouvelles ou des problèmes. Euh, Puis bon, il y a quand même, quand on commence à s'intéresser au son, c'est pas mal, quoi. Il y a tout un écosystème avec des gens qui ont défriché les trucs. Il y a l'association Phonurge, il y a Nova, par exemple, qui fait un super travail de repérage et d'archivage, à la fois patrimoine et puis création. Donc, quand on, quand on a envie de plonger un peu dans l'histoire de la création sonore et de la radio, de création, c'est difficile de plus avoir d'idées de trucs à écouter, quoi. Donc, ouais, il y a eu toute une période comme ça, on a absorbé tout ce patrimoine. Et toi ensuite, comment ça se passe? Parce que comme tu le dis, chez Radio France, on n'est pas forcément obligé d'accepter des textes. Toi, est-ce qu'il y a des textes que tu refuses? Est-ce que tu prends plusieurs choses au début? Comment ça se passe un peu ces débuts comme réalisateur, en tout cas en ayant l'agrément réalisateur chez Radio France? Bah, en arrivant, on a envie de tout faire parce on a juste envie de travailler, quoi. Il y a beaucoup de propositions. Oui, enfin à l'époque, parce que ça a changé maintenant un peu, mais après je peux pas tellement trop parler du présent parce que comme je suis pas mal sur Arte Radio depuis 2-3 ans, je suis pas trop à la pointe de où ça en est à Radio France maintenant, là tout de suite. Mais quand on est arrivé, oui, il y avait plein de textes qui nous étaient proposés, et puis on était aussi encouragés à nous amener des projets, et puis amener des textes ou amener des auteurs, puisque avec ce système où on est rémunéré au forfait en fonction de la durée de la production, donc il y a un peu un côté où plus le réalisateur est impliqué personnellement, mieux c'est, puisque le temps de préparation n'est pas rémunéré. Donc si les projets viennent de nous, c'est mieux. Mais au début, il y a aussi l'envie de faire ses armes, quoi. Donc j'ai fait beaucoup de productions les 2 premières années. Enfin, peut-être pas autant que certains de mes collègues, mais je faisais beaucoup de productions pour France Inter, par exemple. Il y avait beaucoup moins de temps. Et donc ça obligeait à trouver des solutions plus vite. Donc c'était en fait, il y avait un côté un peu laboratoire. Enfin, moi, je m'en servais comme d'un terrain d'expérimentation de ces productions sur France Inter. J'aimais bien. Oui, parce qu'on parle de fiction sonore, mais tu as par exemple fait Affaires sensibles sur Inter, sur Amy Winehouse. Ouais, c'est ça. Bah, les émissions auxquelles on pouvait participer, contribuer, c'était Affaires sensibles et Autant en emporte l'histoire. Et puis, enfin, au début, il y avait Nuit noire et Nuit blanche aussi quand je suis arrivé. Et donc, ben voilà, dans les deux cas, enfin, Autant en emporte l'histoire, on avait un petit peu plus de temps. Affaires sensibles, c'était vraiment en une journée, on tournait tout et peut-être même on commençait à monter, je me rappelle plus. Et puis en 2-3 jours, c'était bouclé. Donc ouais, bah, par exemple, cette production dont tu parles là sur Amy Winehouse, je crois que c'est la première fois que j'ai fait improviser des comédiens, enfin que tourné des séquences qui étaient complètement improvisées. Chose que j'ai refaite ensuite plusieurs fois, mais la première fois que j'ai osé le faire, c'était sur Inter. Ou bien c'est la première fois aussi que j'ai fait un truc tout en mono sur une autre prod. Tu te disais, il y a beaucoup d'humour aussi dans ce que tu fais. En tout cas, c'est ce qui comptait pour toi aussi quand tu étais plus jeune dans tes cassettes audio, de mettre un peu d'humour. On retrouve beaucoup, même si il y a des choses qui sont un peu difficiles. La préhistoire du futur, par exemple, il y a de l'humour, mais il y a aussi des choses un peu de la société où tu essayes de pointer du doigt. Dans La chute de Lapinville, pareil, il y a beaucoup d'humour aussi, mais là aussi, la société est quand même très présente. C'est quelque chose que tu analyses, toi, ou que tu as besoin de mettre à la fois un peu de quelque chose de la société et le teinter un peu d'humour, peut-être alléger un petit peu aussi ce qu'on vit ces derniers temps. Mais est-ce que ça fait partie un peu de ta vision, de ce que tu veux essayer de mettre un peu dans tes fictions sonores, dans ton écriture, dans ta réalisation? Ouais,
L'humour, c'est plus quelque chose dont j'arrive pas à me passer. Enfin, je vois bien que je n'arrive pas à m'en empêcher. Euh, c'est jamais, je me dis pas consciemment, ah ben, je vais mettre des blagues pour que ce soit drôle, mais je vois que c'est ça qui vient, quoi. Euh, c'est pour, je pense, être agréable aux gens qui vont recevoir ce que je fais, voilà. Et après, sur les trucs de commenter ce qui se passe dans la société et tout ça, ben, moi, les fictions que j'aime bien, c'est celles qui me consolent de ce qui se passe. Et souvent, les fictions qui me consolent, c'est celles qui appuient là où ça fait mal, quoi. Il y a quelque chose d'un peu... euh, plus c'est sombre et plus c'est désespéré et plus ça me réconforte. Et je pense que tout le monde n'est pas comme ça. Enfin, voilà, de toute façon, toutes les fictions ne s'adressent pas à tout le monde, mais moi, c'est ces trucs-là qui me plaisent en général. Enfin, je suis toujours embarrassé avec cette question de à quoi sert la fiction par rapport à la réalité à laquelle on est confronté tous les jours, qui, comme tu dis, est pas ouf. Euh, J'aime pas du tout, par exemple, l'idée que la fiction servirait à s'évader. Euh, je, je trouve ça gênant. Euh, et pour autant, les fictions qui me plaisent, souvent, c'est les fictions mondes dans lesquelles on peut se perdre, qui ont quelque part vocation à remplacer le réel. Et donc, c'est un peu l'autre pôle, quoi, où plus je peux me perdre et plus je peux oublier le réel et plus je peux oublier même que je suis dans une fiction et plus j'aime ça. Mais je pense que c'est pas très bien et que euh, il, il faut quand même veiller à ce que la fiction reste une manière de mieux habiter la réalité, euh, pas de de l'escamoter. Euh, et puis il y a aussi une question de quoi je pourrais bien parler. Puis je regarde autour de moi, puis il y a beaucoup de choses, quoi. Enfin, il y a plein de thèmes, il y a plein de personnages aussi, il y a plein de choses à raconter tout autour de nous. Et donc c'est peut-être aussi une solution de facilité ou un truc de paresseux de parler de la société ou de parler du monde qui m'entoure. Parce que j'ai pas le courage de faire du world building et puis d'inventer des sociétés qui n'existent pas, même si j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à le faire. Et justement, sur les personnages, tu fais un gros travail d'écriture sur chaque personnage, ou en tout cas, tu essayes de développer un peu les personnages, même puisque on est aussi dans la fiction sonore. Il y a des personnages aussi qui ont un peu des accents, des prosodies ou des vocabulaires un peu particuliers. Ça, tu le travailles dès l'écriture dans le scénario? Ben, alors une chose que je fais pas, par exemple, et je pense que je ferai jamais, c'est de faire des fiches personnages ou de faire bon bah tel personnage c'est ça. Euh, Parce que pour moi ils existent que quand ils parlent, quoi. Ils n'existent pas les personnages, hein, c'est juste du langage. En revanche, les construire par leur manière d'investir le langage et que ce soit ça qui les dessine et qui les caractérise, ça oui. Et en général, les choses que je trouve réussies, c'est celles où les personnages où on peut les reconnaître instantanément à leur manière de parler, même en voyant le texte. Euh, et c'est rare. Enfin, souvent, c'est un des défauts que je repère le plus fréquemment dans ce que je lis quand je lis des fictions écrites pour le son dans le cadre de jury ou de trucs comme ça. Un des problèmes récurrents, c'est que tous les personnages parlent pareil, par exemple. Ils ont tous la voix de la personne qui a écrit. Tu essayes qu'il y ait une continuité des acteurs que tu choisis aussi dans le casting avec les dialogues que tu leur écris? Bah, alors, c'est vrai que la distribution, pour moi, c'est plus de 80% du succès, enfin, de la réussite de la production. Si on s'est pas planté là-dessus, après, c'est difficile d'aller dans le mur. Il faut vraiment le vouloir. Et inversement, s'il y a un gros problème à cet endroit-là, parfois c'est impossible de le rattraper. Donc ça fait très peur et il faut faire très attention à cette étape. Euh, j'ai tendance à essayer de distribuer les gens en fonction
pas de leur timbre, euh, pas de ce que m'évoque leur voix, mais plutôt de ce que j'entends, de leur manière de parler, quoi. Tout le monde ne parle pas pareil. Euh, et ça trahit énormément de choses, quoi. Les mots qu'on choisit ou notre manière d'attaquer les syllabes ou notre manière de parler plus ou moins fort. Enfin, tous ces, toutes ces petites choses qui sont une sorte d'extension de la voix. J'ai jamais trouvé de meilleure manière de le désigner que de dire la manière dont on investit le langage, qui est un peu pompeux, mais parce que ça recouvre plein de choses, même parfois comment le corps est engagé quand les gens parlent, tu vois. Et donc c'est à ça que je fais attention pour matcher des comédiens et des rôles. Euh, comment les gens parlent et qu'est-ce que ça raconte de leur rapport au langage en général, de comment ils ont appris à parler, qu'est-ce que ça veut dire pour eux de parler, qu'est-ce que ça signifie. Voilà. Donc dans le casting, il vaut mieux que tu leur parles normalement plutôt que les acteurs lignent des lignes de dialogue. C'est plus intéressant pour toi de juste leur parler normalement en fait. Un peu des deux, quoi. C'est vrai que quand je fais des auditions, je m'arrange pour qu'il y ait une partie où on discute et puis où je peux écouter les gens parler avec leur vraie voix. Et puis, et puis une partie où... parce que, après, c'est bien pour ça que c'est un métier. C'est que il faut aussi pouvoir mobiliser ce rapport au langage en fonction d'un texte, en fonction en tout cas d'une matière euh, qui est un support de jeu. Sinon, il suffirait de travailler tout le temps avec des non-comédiens et on n'aurait pas de problème, mais ça marche pas comme ça. Et pour Tintin, ça a été particulièrement compliqué ou pas de choisir qui allait incarner des personnages qui sont mythiques quand même. Puis en plus, Tintin derrière, je crois que ça fait 4 à 5 millions de téléchargements. Donc c'est quand même un énorme projet pour Radio France et pour toi, j'imagine. Le casting de Tintin, comment tu l'as déterminé? Comment ça s'est passé un petit peu ce choix? Puis peut-être nous expliquer aussi le rapport que tu as un peu avec Tintin aussi avant, Ouais. avec la BD. Ben, avant, donc je commence par expliquer mon rapport à Tintin. Bah, ça remonte à aussi loin que je me souvienne, quoi. J'ai toujours lu Tintin, ça a toujours été important pour moi. Je pense que, enfin, je fais partie des enfants qui ont appris l'existence même d'un certain nombre de trucs en les découvrant d'abord dans Tintin avant de les voir dans la réalité. Et donc oui, ça a toujours été important pour moi. Euh, j'ai- je, je me rappelle au lycée, j'avais fait un exposé sur Tintin d'ailleurs en terminale, je sais plus dans quel cours. Enfin, c'était un truc c'est un truc qui m'a toujours accompagné, pas que quand j'étais petit, je veux dire. Et quand je suis arrivé à la radio, il y avait ce projet d'adaptation avec la Comédie Française. Donc, on travaille avec le français parce qu'il y a une convention entre Radio France et la Comédie Française. Donc, il y a un certain volume de production tous les ans qui est fait avec eux. Et puis, ce projet d'adaptation de Tintin, c'était Muriel Mayette au départ, qui était administratrice de la Comédie Française il y a quelques années, qui l'avait porté, qui en avait eu l'idée, je crois. Et moi, je suis arrivé un peu à la fin, en bout de course. Il manquait plus que le réalisateur, puisque c'était au départ François Christophe qui devait réaliser ça. Il est mort. Ensuite, Cédric a failli le faire, mais finalement ne l'a pas fait. Puis quand je suis arrivé, c'était un peu vacant, quoi. Ouais. Donc on m'a tout de suite proposé, alors que j'avais pas fait grand-chose. Est-ce que tu veux faire ça? J'ai tout de suite dit oui, pas du tout parce que je m'en sentais capable, mais parce que j'aurais très mal vécu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et pour répondre à ta première question, c'était pas compliqué de distribuer Tintin en se limitant à la Comédie Française. C'était même très bien comme ça, parce que ça permettait de... Il n'y avait pas 36 000 possibilités pour chaque rôle, quoi. Et c'était un peu... Bah, c'est ça qui est bien avec cette troupe, d'ailleurs. Hein, c'est qu'en fait, on, ils peuvent certainement tout jouer, ou presque, alors qu'ils sont pas non plus hyper nombreux. Mais c'est marrant parce que
dans le théâtre, j'ai déjà entendu ça comme une blague. C'est un truc où, dans une distribution en tournée, par exemple, les gens se demandent si on faisait Tintin, qui jouerait quel rôle. Et puis que c'est un truc récurrent, quoi, que j'ai Ouais, entendu plusieurs fois. Donc là, j'avais qu'à jouer à ce jeu, mais avec les acteurs de la dans Comédie la vraie Française, vie. qui était Mm. quand même cool. Et, et donc, ça n'a pas été très compliqué, ouais, euh, et puis, et je suis très content de la distribution de Tintin. Je la trouve très réussie. Et après, quand il a fallu mettre en scène aussi tout le reste, mettre en scène les sons, on va dire tous les sons, au-delà des voix, est-ce que tu t'es inspiré un peu des cases de BD? Est-ce que l'image t'a servi aussi dans la réalisation sonore? Énormément, c'était même on se servait pratiquement que de ça. Donc bon, il faut pas du tout minimiser le travail d'adaptation de Catel Guillou qui est super chouette. Elle fait en sorte que ça fonctionne pour le son. Qui Mais est non, hein? conseiller littéraire, c'est ça, chez Non, Radio France, non, Catel, elle dans est autrice et l'écriture. puis elle a eu cette mission quoi, de faire les adaptations de Tintin. Donc elle part de la BD et puis tu vois, elle va amalgamer des scènes, elle va en couper d'autres, elle va trouver des solutions sonores à des gags qui sont purement visuels. C'est un énorme travail qu'elle fait très bien. Mais une fois que ce travail est fait, qu'on a des brochures, et puis que les comédiens peuvent lire leurs textes sur les brochures, euh, mon, mon outil, le truc que j'avais tout le temps dans la main, c'était la BD. Et puis on pensait chaque plan en fonction des cases, parce que c'est un tel art de la mise en scène, quoi. Tintin, c'est tellement bien découpé, tellement, enfin la manière de raconter l'histoire avec l'image euh, est, est tellement réussi, quoi. Enfin, voilà, c'est tellement bien fait qu'il y a finalement qu'à trouver des solutions sonores pour transposer ça au son. Et puis, c'est marrant à faire, quoi, parce il y a toujours plusieurs solutions. Et donc, c'est très collectif aussi. Ouais, ça devient un truc où tout le monde s'en mêle. Les comédiens, les bruiteuses, le chef-op qui était pendant pour les premiers albums Pierre Mine et puis ensuite Bruno Mourlan. Et Bruno, il s'est mis à tout percher, donc il était tout le temps sur le plateau avec nous. Et donc il y avait cette espèce d'énergie collective pour faire presque comme des mini mises en scène de mini spectacles dans chaque case. Euh, pour voilà, trouver la traduction sonore en utilisant beaucoup la stéréo, quoi, enfin, en pensant l'image stéréophonique comme une sorte ouais, de décalcomanie de la case dessinée par Hergé. Et puis avant de commencer, parce que ça me faisait peur, donc j'avais discuté avec Benoît Peters, qui est un des spécialistes de l'œuvre d'Hergé, et qui m'avait donné 2 3 recommandations qui étaient vraiment spot on, quoi. Et puis il y en avait une, c'était de, de pratiquer une forme de réalisme sélectif. C'est-à-dire de faire ce que fait Hergé avec ce procédé qu'on appelle la ligne claire, de dessiner juste le minimum nécessaire et suffisant pour suggérer les choses, mais d'une manière finalement quand même assez réaliste, où les dessins d'Hergé enfin, proposent une représentation relativement réaliste du monde, notamment les véhicules, les bâtiments, les végétaux. Voilà. Et il est un petit peu plus caricatural dans les visages, mais en même temps, c'est pas vrai, parce qu'il y a une grande finesse dans la manière dont les caractères sont. Enfin, il y a une grande mobilité des personnages. Donc souvent, c'était ça mes indications de jeu. Par exemple, je faisais reprendre une scène et puis je disais tiens Thierry, regarde quand même la tête qu'il fait. Ah ouais, d'accord. Je me rappelais plus qu'il faisait cette tête-là. Et puis il refaisait la scène avec l'image en tête. Et puis en fait, ça suffisait, quoi. Toutes les intentions étaient là. C'était plus éloquent que toutes les didascalies. Mm. Et tu as parlé de mono un peu au début, là tu parles de stéréo, on peut parler de binaural aussi, puisque tu as déjà utilisé le binaural, donc qui est en gros représenter un peu les deux oreilles humaines. Stéréo, donc c'est 2 canaux, mono c'est un canal.
Comment tu décides un peu comment tu vas tourner, si tu vas utiliser la mono, la stéréo, la binauralité ou autre chose, ou même le téléphone aussi, puisque dans la dernière séance, là, pour côté Arte Radio, là, tu as utilisé la prise de son avec téléphone. Comment tu imagines un peu tes prises de son pour les projets que tu vas écrire? Qu'est-ce qui va permettre de raconter le mieux l'histoire? Donc il y a pas de règle a priori. Et il faut d'abord comprendre quel est le projet du texte, quoi. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi? De quoi ça? C'est pas de quoi ça parle en fait. C'est pourquoi on raconte ça? Euh, Parce que finalement, tout à l'heure j'ai dit un peu, enfin j'ai dit que la radio, j'avais découvert que c'était ce que je voulais faire, mais c'est pas complètement exact. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'était raconter des histoires. En fait, le dénominateur commun de toutes mes activités, c'est la fiction. Et donc ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore de faire d'autres choses. J'ai fait de la bande dessinée, là je sors un roman le mois prochain, j'ai fait du théâtre, je rêve de faire un jeu vidéo. Et donc dans toutes ces activités, le seul truc en commun, c'est raconter des histoires. Et donc avec les outils du son, bah, il y a des histoires. Bah, Tintin, c'est parfait pour la stéréo. Mais par exemple, j'ai pas compris pourquoi Spielberg a fait un Tintin en 3D. Pour moi, c'est complètement... c'est un contresens par rapport à ce que Hergé a construit. Euh, et donc, ben, il y a des histoires où je me suis dit, bah, la mono, c'est la meilleure manière de raconter cette histoire. Et la dernière séance, c'est un peu l'inverse. Je me disais, est-ce qu'on peut raconter une histoire avec juste le micro d'un téléphone? C'est pas très original, hein. J'étais ni le premier ni le dernier, mais c'était le défi qui m'intéressait à ce moment-là, quoi. C'était aussi, est-ce que moi je suis capable d'écrire quelque chose qui soit intéressant, qui repose uniquement là-dessus? Et il y a peut-être aussi l'envie de pas être trop dans le culte du son, même si c'est très bien, mais euh, c'est juste que je pense que ça peut pas reposer là-dessus, quoi. Voilà, je veux pas que la qualité des histoires que je raconte repose sur la qualité du... Pardon, j'arrête pas de toucher ce filtre. euh, du, du, du véhicule, quoi, enfin, du médium. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, on veut faire du son immersif, on veut utiliser des nouveaux outils pour faire du son, mais le raconter aussi autrement avec un son un peu plus sale, etc. Ça dit quelque chose aussi beaucoup de notre projet, de l'histoire qu'on veut raconter. Bah ouais. Puis il y a... Enfin, je sais pas, moi, je suis très sensible. Je peux pas trop regarder de films d'épouvante. Mais c'est dommage parce que souvent... enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est fan footage. Donc, par exemple, j'adore l'idée de REC ou du projet Blair Witch ou de Cloverfield. Mais je peux pas les regarder parce que ça me fait trop peur. Et ça va un peu avec ce que je disais sur donner aux gens l'impression qu'ils auraient pu le faire dans leur garage. C'est-à-dire que plus on rend les récepteurs de l'œuvre complices de sa fabrication, mieux je me porte. Et donc l'humour est une manière de faire ça. Et puis donner un rôle dans l'histoire à- 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 au dispositif de prise de son, c'est une autre manière de faire ça. Euh, c'est une manière d'inviter les gens dans le présent de la prise de son, dans le présent de la fabrication. Qui est aussi un truc qui est finalement accompli par les sagas MP3 dont on parlait au début. Ce truc de... on est entre nous, quoi, enfin, et tout le monde est le bienvenu. Ouais, carrément. Et dans la chute de Lapinville, alors c'est peut-être un autre processus qui est un peu exceptionnel, autant dans l'écriture, la réalisation que la post-prod, etc. Comment tu vis déjà ce projet? Parce que c'est vrai qu'on est à plus de 400 épisodes maintenant et c'est quotidien. Donc on rappelle, hein, la chute de Lapinville, c'est un épisode quotidiennement, donc du lundi au vendredi, qui fait environ 5 minutes. Comment tu vis ce projet plusieurs années maintenant après le début de cette grande aventure? Parce que j'imagine aussi que ça prend énormément de temps. Comment est-ce que ça se passe encore aujourd'hui? Comment tu te sens avec ce projet, cette fiction assez incroyable? Très bien.
on a beaucoup de chance de faire ça, on en est conscient, on en profite, voilà. C'est c'est vraiment le projet qui m'a fait renouer avec le plaisir de la fabrication aussi, moi du côté, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, et de la fabrication à plusieurs. Parce que évidemment, un truc comme Lapinville ne peut être que le résultat de la mobilisation d'une forme d'intelligence collective. On est nombreux dessus. Et Et donc 3 auteurs du coup? ouais, même 4 4. maintenant. Et puis il y a aussi, enfin presque 5, puisqu'il y a une conseillère d'écriture, Noémie Landreau, qui suit l'écriture de très très près, qui est tout le temps avec nous. Et puis, bon, je vais pas faire toute la liste quoi, du générique, mais il y a énormément de gens. Et il y a une sorte de... Ça, c'est une chose que j'ai pas eu trop l'occasion de raconter sur Lapinville, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu sur ce projet, c'est que comme toutes les situations qu'on rencontrait étaient nouvelles pour tout le monde, personne ne pouvait prétendre les connaître. Et donc, personne ne pouvait dire non, on fait comme ça. On était plutôt dans le plaisir permanent de la découverte de nouveaux problèmes. Il y a quelque chose d'un peu excitant là-dedans, quoi. Et quand tu parles de problème, ça peut être quoi par exemple? Bon, mais quand je parle de problèmes, c'est pas des problèmes, quoi. C'est juste le travail. Enfin, comment on va fabriquer ça, comment on va faire pour que... Mais dans l'écriture surtout? Ou même Non, je dans la parle de réal? toute la chaîne de production. Ok. Mais c'est déjà dans l'écriture. Comment on va faire pour écrire un épisode par jour? C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il faut, pour bien écrire des épisodes, il faut faire plusieurs versions pour qu'on ait le temps de faire des commentaires sur les versions, puis que tout le monde les lise et dise ce qu'il en pense. Et donc, comment on organise ça tout en livrant un épisode par jour? Et donc ça, c'était assez excitant. Bah, là, on n'a pas inventé les solutions, parce qu'on les a un peu copié-collé depuis l'expérience de certaines d'entre nous à la télévision, sur les fictions quotidiennes de la télé. Mais pour nous, en tant que gens de radio, c'était quand même assez nouveau. Et puis, oui, je sais pas, je n'ai pas d'exemple là tout de suite, mais on n'arrête pas de rencontrer des situations nouvelles. Ça m'est jamais arrivé sur Lapinville de me dire ah, encore ce problème. Euh, Encore on est confronté à ça, alors que ça peut être plus facilement le cas en travaillant à Radio France, de retrouver des situations qu'on a déjà rencontrées. Ouais, donc un projet assez exceptionnel dans tout ce que tu as fait, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'on en profite pendant que ça dure, parce que parfois je me dis, j'aurai plus jamais cette liberté. Notamment, il y a un truc, c'est que ça va trop vite pour que quiconque puisse surveiller vraiment ce qui se passe. Et donc ça, c'est une grande chance. On n'en abuse pas, on n'en profite pas pour faire n'importe quoi, mais je me suis jamais senti aussi peu surveillé. Et donc il y a quelque chose qui donne des ailes là-dedans, de sentir la confiance, tu vois, d'une chaîne, et puis de toute une infrastructure de production. Enfin, il y a Arte Radio, Arte Studio et puis Arte France. C'est ces 3 entités qui nous font confiance. Et au moment où on écrit, chaque virgule repose sur cet édifice de confiance, quoi. Et personne, il n'y a pas ce truc de... ensuite, les textes sont relus, et puis, ah oui, mais ça va pas passer, ah oui, mais ça, le CSA, ah oui, mais ça, l'heure de diffusion fait qu'on peut pas le faire, et tout. Enfin, il n'y a pas ça, ou très 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 rarement, parce qu'on n'a pas le temps de le faire sur chaque épisode, donc on le fait que quand vraiment c'est important. Et bon, ce sentiment de liberté-là, je pense que ouais, ça va pas être souvent. Est-ce que vous savez quand ça va se terminer, justement? Là, vous avez une date un peu de fin ou une idée, en tout cas, de quand ce sera la fin? Je n'ai aucune idée de ce que je suis autorisé à dire Ah ou oui. non sur le sujet. On va pas s'étendre alors. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas durer éternellement. Ouais. Il y aura une fin. Et la fin est déjà écrite, d'ailleurs, au niveau, par contre, de l'histoire? Je-
Ou vous improvisez un petit peu? Ouais, c'est complètement ouvert. La Pinville, c'est conçu pour pouvoir durer tant que ça dure. Donc, on peut pas trop écrire la fin parce que, et en même temps, on l'a écrite dès le début puisqu'on Oui, a c'est la fin annoncé du la monde. couleur en disant c'est la destruction de la Ouais. Terre, voilà. Mm. Donc c'est un peu entre les deux, quoi. On sait, de loin, on sait comment ça finit, mais plus on zoome vers ce que c'est vraiment cette fin, et plus c'est flou. Mais on y travaille. Peut-être avant de passer aux recommandations, on l'a dit, tu as beaucoup travaillé pour Radio France et donc aussi pour Arte Radio. Comment tu vois un petit peu ces deux grandes maisons que sont Arte Radio et Radio France dans la fiction sonore majoritaire aujourd'hui? Comment tu vois un peu le travail chez l'un et chez l'une, leurs différences aussi, ce qu'elles t'ont apporté aussi chacune de ces deux maisons? Une fois, je me suis fâché, et d'ailleurs, je n'ai toujours pas pardonné cet affront. Je me suis fâché contre ma copine parce qu'elle a dit que sur France Culture, les productions avaient quelque chose de moins créatif que sur Arte Radio. Et je pense que c'est complètement faux, mais que c'est juste c'est pas du tout les mêmes modalités de production, c'est pas les mêmes temps. On passe pas le même temps sur chaque étape dans un cas et dans l'autre, et ça te donne des résultats complètement différents. À Arte Radio, il y a une tradition de prise de risque éditoriale qui est très forte et qui a permis l'émergence d'énormément de trucs voilà, qui n'auraient pas pu... enfin, ne serait-ce que à mon niveau, bah, j'aurais jamais pu faire la dernière séance sur France Culture, par exemple. Enfin, je leur ai pas posé la question, mais... Et... Et puis, bon, voilà, il y a énormément de choses que j'ai découvertes en écoutant Arte Radio. À chaque fois, je me disais, ah, c'est bien quand même qu'il soit là. Et tout. Et à Radio France, il y a la, la qualité des moyens de production et le talent des gens avec qui on collabore. C'est quand même que des gens extrêmement compétents et qui adorent leur métier, et qui... enfin, les 3/4 du temps ont très envie que ça se passe bien et de faire le truc le meilleur possible. Donc il y a un énorme confort qui fait que bah voilà, ça se distribue différemment, mais dans les deux maisons, j'ai été très très content et très conscient de mes privilèges, et j'espère que je continuerai à l'être, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que ça peut pas reposer que sur ces deux-là, et en ce moment, c'est un peu ce qui se passe. Il y a un étranglement. Enfin, il y a. Là, en ce moment, je lis des dossiers pour un jury, et puis je vois plein de projets où je me dis, bah, tous ces projets, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont pas pouvoir tous être pris par Radio France et Arte Radio, et donc qui va produire toutes ces fictions? Tu vois, 10 fois 15 minutes, 5 fois 20 minutes. Ouais, ben, donc je me dis, je sais pas comment faire, mais est-ce qu'il faudrait monter des écuries sauvages? Comment ça pourrait marcher? Est-ce que pourquoi est-ce qu'on peut pas financer des podcasts avec de la pub et des sponsors? C'est moche, mais est-ce que ça permettrait de faire marcher un système qui permette de produire des fictions? Parce que c'est vrai que c'est très cher. Oui, c'est un peu l'angoisse quand je pense à ça en ce moment. Ouais. Il y a beaucoup de trucs qui disparaissent et pas beaucoup de trucs qui apparaissent en termes de canaux de production et de diffusion pour la fiction sonore. Oui, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi des très belles fictions chez Nouvelle Écoute, même Spotify en a produit aussi certaines, Ah oui. Audible également, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on on va pas vers une amélioration et que justement on en a de moins en moins aussi à ce niveau-là. Mais peut-être aussi pour parler un petit mot de ton roman, si tu veux, puisque c'est vrai que je savais pas, on sort un petit peu de la fiction sonore, mais peut-être un petit mot aussi avant de repartir sur les recommandations.
Donc c'est un projet, c'est ton premier roman? Ouais, c'est mon premier roman et je me force à en parler parce que j'ai tendance à cloisonner les choses dans ma tête, quoi. De me dire, ça c'est ma vie de radio, ça c'est ma vie de théâtre, ça c'est... voilà. Mais c'est pas le moment de faire ça là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire la promotion de ce livre qui va sortir le 6 mai. Donc j'ai écrit ce roman qui s'appelle Rature, qui raconte l'histoire d'un rat d'égout qui veut devenir écrivain et qui est en fait une sorte d'adaptation que j'ai faite d'un texte de ma mère, parce que ma mère est autrice jeunesse. Elle écrit des histoires pour la jeunesse, et un de ses succès, c'est Souriceau veut apprendre à lire. Et ça faisait quelques années que j'avais envie de faire une version trash pour adultes de Souriceau veut apprendre à lire. Donc c'est une version pour adultes du livre pour enfants de ma mère. Voilà. Et donc c'est un rat qui... C'est une sorte de... C'est Illusion perdue, mais avec un rat, quoi. Voilà. Trop bien, donc ça sort en mai. Oui, aux éditions Latengo. Il y a un rapport aux animaux quand même aussi dans à la fois toutes ces fictions sonores, mais dans ses écrits aussi. Donc dans ce roman, il y a encore un nouvel animal. Il y a toujours des animaux de partout. Tu as un rapport particulier avec les animaux. C'est quelque chose qui compte pour toi, où il y a même l'interaction avec les animaux de l'humain avec l'homme. C'est quelque chose qui t'intéresse? C'est vrai, d'ailleurs, avec ma compagne, on avait fait un Ouais. spectacle qui s'appelait Les animaux sont Mhm. partout. Ouais, ça m'a toujours accompagné, ce truc. Je suis fasciné par les représentations animales. J'ai moi-même un chat, mais c'est très important pour moi, quoi, voilà, d'avoir ça dans ma vie. Puis, euh, ouais, je sais pas très bien. Je crois que j'apprécie le fait de... Parce que quand on représente des animaux dans les fictions, quand même, 99% du temps, on représente en fait des humains déguisés. Mais justement, j'aime bien le déplacement que ça produit. Un truc réussi dans le genre, c'était BoJack Horseman pour moi, cette série où il y avait aussi des humains, Génial. mais il y a aussi des animaux, donc tu sais pas pourquoi, des fois c'est des animaux, des fois c'est des humains. Et en fait, c'est juste des personnages, quoi. Euh, donc ouais, les animaux, ouais, je sais pas très bien. C'était aussi le plaisir de... je pense que parce que écrire un roman c'est laborieux, ça faisait pas mal de temps que je disais que moi j'en écrirais pas parce que je suis assez flemmard et puis j'aime pas travailler gratuitement, donc je voulais pas rentrer dans ce système où tu travailles tout seul pendant des années et puis ensuite peut-être un jour on te donne un tout petit peu d'argent pour ton travail. Mais c'est aller tout seul à partir du moment où je me suis dit que c'était ce rat qui parlait, puis qu'il suffisait d'écrire ce qu'il disait. Et donc c'est un peu aussi un texte dans la tradition russe du skaz, ce procédé qui est utilisé par exemple dans les nouvelles de Gogol, comme le nez ou le manteau, où il y a quelqu'un qui parle, qui écrit comme il parle. Il y a quelqu'un qui écrit sans avoir de compétences littéraires, donc un peu comme dans Le Petit Nicolas aussi. Donc ça devient un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, la voix du personnage qui dessine le personnage. Et puis donc il suffit d'écouter cette voix et puis de se faire l'interprète, quoi, de cette voix. Et donc c'est ça qui a permis que ce soit fluide et agréable à faire. Ouais. Et donc je pense que c'est lié au fait que c'est un animal. Et tu as des projets de fiction sonore aussi, ou est-ce que la chute de Lapinville t'a pris beaucoup trop de temps et d'énergie, ou est-ce que tu as des petits projets de fiction sonore aussi qui arrivent dans le futur? J'ai des projets de fiction sonore. C'est difficile de dire quand ils vont arriver, puisque voilà, c'est difficile de dire quand Lapinville va s'arrêter. Mais j'ai mes idées, mes débuts de projet, mes brouillons et tout ça qui attendent, qui sont prêts à être dégainés. Et puis j'ai eu aussi plein d'autres idées, d'autres envies, quoi. Euh, je je pense pas que Enfin, j'ai jamais voulu me limiter à la fiction sonore, même. Raconter des histoires finalement, Ouais. simplement. Donc on va terminer avec quelques recommandations. L'idée c'est de nous partager peut-être des fictions sonores où t'as pris une claque, ou pas totalement, mais en tout cas où ça t'a touché personnellement aussi, puisque la fiction sonore aussi, ça va
parler à quelqu'un aussi en nous, ou peut-être des fictions sonores qui t'ont inspiré, toi aussi, en tant que réalisateur, des fictions sonores que tu aurais aimé écrire ou réaliser? Est-ce qu'il y a des fictions qui te viennent un peu en tête? Alors, comme je te disais, avec Lapinville, j'ai très peu de temps. Donc en ce moment, je suis pas un très bon auditeur. J'essaye voilà, de me tenir au courant, mais j'ai du mal. Mais il y a un truc que je peux recommander, que j'ai découvert cette année, sans doute après tout le monde, qui est un podcast américain qui s'appelle The Truth, euh, qui m'a été indiqué par Laure Egorov. Et j'ai découvert vraiment une mine de pépites. Enfin, c'est incroyable. C'est un podcast de fiction, donc c'est que des fictions de 10 à 20 minutes, des unitaires sur des trucs différents à chaque fois, écrites par des gens différents, mais avec un niveau de qualité de production. Enfin, bon, voilà, c'est c'est très 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 bien fait, très bien joué, très bien écrit. Et c'est aussi pour ça que je me demande en ce moment qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre modèle, même si je pense que ça peut marcher aux États-Unis, mais sans doute ça pourrait pas marcher ici, parce que les revenus publicitaires seraient pas suffisants. Et encore maintenant, je crois qu'ils ont un système d'abonnement. The Truth, il y a des gens qui sont abonnés pour avoir la version sans pub, et puis ça les fait fonctionner. C'est ça qui leur permet de continuer à produire des trucs. Mais donc voilà, j'écoute méthodiquement tout leur répertoire. Hmm. Et je peux faire Une fiction sonore, du coup, américaine, parce que tu avais aussi, je crois, recommandé une fois Homecoming, Ouais, Welcome to Night Valley. ouais, je fais beaucoup écouter Homecoming dans des stages parce que c'est un très bon exemple de fiction où on oublie complètement qu'il y a un texte et on est dans des situations avec des personnages et puis on n'est pas dans ah oui, ils sont en train de lire une brochure qu'ils ont à la main et donc je pense que c'est parce que c'est à moitié improvisé. C'est en écoutant Homecoming que j'ai eu toutes mes idées formelles pour faire le point sur la carte, par exemple. Une fiction dans laquelle tout est improvisé à partir d'une base. Ou plutôt, non, c'est pas ça. Ça, c'était dans une autre. Et puis là, dans le point sur la carte, c'était les comédiens connaissaient le texte par cœur. Donc il n'y avait pas de brochure. Et donc ça m'avait donné beaucoup de liberté. Mais c'était en écoutant Homecoming. Et qui n'est plus disponible hein. d'ailleurs sur Radio France. Qu'est-ce qui est disponible? Ah, le point sur la carte. Ouais. Ça n'est plus disponible, c'est ça? On appelle Radio France à remettre en Ouais, ligne ouais. certaines fictions qui disparaissent. C'est des trucs de droit, ouais. Je sais pas très bien comment ça marche. Il faudrait qu'ils le rediffusent à l'antenne pour pouvoir le remettre en podcast. Je sais pas. Ouais, donc je peux aussi recommander. Oui, Welcome to Night Vale. C'est vrai que j'écoute plus trop maintenant, mais c'est une des influences de Lapinville, quoi, clairement. Ce truc de tout se passe dans une ville et puis mais ce que j'adore dans ce truc c'est que dans la plupart des épisodes il y a juste une voix et puis ça repose que sur le texte et pourtant mais c'est aussi je divague un peu, tu m'autorises à faire une digression, mais finalement le roman et la fiction sonore pour moi c'est très proche parce que dans les deux cas en fait je retrouve presque mes émotions de jeux d'aventure en mode texte de quand j'étais petit ou de livres dont vous êtes le héros, voilà, mais c'est que le support de fabrication d'images mentales, c'est le texte, et c'est du noir sur du blanc, et dans la fiction sonore, c'est ça, mais avec un petit peu augmenté, quoi. Mais ça reste, ça repose essentiellement sur la capacité des gens à eux fabriquer des images. Et ça me plaît beaucoup. Et donc, Welcome to Night Vale, c'est un bon exemple de fiction qui fait très très fort confiance à ses auditeurs. Je peux peut-être aussi recommander un truc dans le futur. Il y a une nouvelle case sur France Culture qui s'appelle Création, malheureusement avec un S entre parenthèses, mais c'est Laure Egorov qui s'occupe de cette tranche d'un point de vue éditorial et quand je l'entends en parler, ça me fait très envie.
Et ça a commencé d'ailleurs, hein, mais enfin voilà, tous les projets dont j'ai entendu parler sur cette case, je pense qu'il va falloir les écouter parce que c'est enfin le retour sur France Culture de cet espace de création et de laboratoire pour la fiction. Donc ça reste fiction, mais quoi, un peu plus expérimental ou... Bah, c'est une case qui est partagée avec Aurélie Charon pour faire parfois du documentaire, parfois de la fiction. Mais pour retrouver l'esprit de l'atelier de création, quoi, d'un endroit où on expérimente, et où donc un endroit où il y a de nouvelles écritures qui peuvent émerger, voilà. Et puis une petite dernière, depuis 2-3 ans, il y a un flux jeunesse sur Arte Radio qui s'appelle Polisson, et il y a beaucoup de productions qui m'ont beaucoup plu là-dessus. Là, je pense à La balade de la baleine de David Lescaut, c'est un truc surprenant pour des enfants, quoi. En l'écoutant, on peut même avoir un doute. Est-ce que c'est vraiment ça que les enfants vont aimer? Et j'espère que oui, parce que moi j'adore, quoi. Mais, donc j'aime bien cette démarche, quoi, de proposer aux enfants des trucs qui continueront à leur plaire quand ils seront grands. Voilà. Arrêtons de dire que les fictions jeunesse ne sont que pour les enfants. Il y a plein de choses intéressantes en fiction jeunesse. Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable. Mmh. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi.